Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. Un détroit d'Ormuz paralysé, des terminaux frappés, des tankers sous le feu. Au Moyen-Orient, la guerre du pétrole fait rage. Le baril s'envole bien au-delà des 100 $. Le déblocage exceptionnel des réserves stratégiques décidé par l'Agence internationale de l'énergie ne parvient pas à calmer la fièvre des marchés. Entre menaces iraniennes et grand flou côté américain, une guerre d'usure semble se profiler. Jusqu'où peut-elle aller? Quelles conséquences sur le commerce et l'économie mondiale? Flambée des prix, ralentissement économique, à quoi faut-il s'attendre? Ce nouveau choc pétrolier peut-il accélérer la transition énergétique? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Céline Antonin. Bonjour à vous, vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. François Daniel, bonjour, délégué général de l'organisme professionnel du secteur des transports et de la logistique, TLF Overseas. Et Raphaël Gallardo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez le gestionnaire d'actifs Carmignac et vous nous aiderez justement à analyser ces variations très brutales des cours du brut cette semaine. Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei appelle à maintenir le détroit d'Ormuz fermé, cette artère stratégique par laquelle transite 20% du pétrole mondial. L'Iran a lancé de nouvelles attaques sur des tankers, navires et sites pétroliers. Objectif, créer la panique sur le marché du brut. Le reportage de nos confrères de France 2. Une très forte déflagration sur un bateau et des voix qui exultent. Ces images de propagande, les gardiens de la révolution affirment les avoir tournées et revendiquent cette attaque. À bord de leur bateau, ils s'éloignent à vive allure. 2 pétroliers ont été la cible de ces frappes au large de l'Irak. Ils se transforment en boules de feu. Une impressionnante fumée s'en dégage. Rapidement, des opérations de sauvetage sont déclenchées. Les attaques ont fait au moins 1 mort et plusieurs disparus en mer. Ces marins, eux, ont été secourus et sont désormais en sécurité, affirment les autorités portuaires irakiennes. Il faut qu'un responsable aille éteindre l'incendie. Car tant que le bateau brûle, les flammes peuvent se propager à d'autres navires. Les 2 pétroliers ont été ciblés dans le golfe Persique. L'un est des îles Marshall, l'autre bas pavillon maltais. Il se trouvait à quelques encablures au nord du détroit d'Ormuz. Détroit où, déjà, ce navire thaïlandais a été touché. 3 membres d'équipage sont toujours portés disparus. À gare, ce marin cherche à évacuer. Les survivants sont secourus peu après à bord de cette embarcation. Viser des tankers, paralyser le détroit d'Ormuz. Pour l'Iran, ce blocage du pétrole est l'arme absolue, le nerf de cette guerre pour faire pression sur la coalition israélo-américaine. Le nouveau guide suprême l'a compris. Lui, qui n'est pas réapparu depuis le début du conflit et que l'on dit blessé, a publié un premier message officiel. La télévision d'État iranienne en fait lecture. Il est certain que le blocage du détroit d'Ormuz doit continuer. L'Iran réfute en revanche d'avoir posé des mines dans le détroit d'Ormuz, comme accusent Israéliens et Américains. Le détroit d'Ormuz reste fermé, les attaques contre des pétroliers, contre des infrastructures se multiplient et des déclarations contradictoires de Donald Trump alimentent la nervosité des marchés. Raphaël Gallardo, le pétrole semble bien parti pour s'installer autour de cette fourchette de 100 $ le baril. Oui, et je trouve que c'est assez modeste comme réaction, parce qu'on parle ici du choc d'offres le plus grand qu'on ait connu dans l'histoire, puisqu'il s'agit d'un blocage qui porte sur à peu près 18 millions de barils entre le pétrole brut qui transite et à peu près 5 millions de barils de produits distillés. Normalement, quand on a un tel choc, en fait, les élasticités sont tellement énormes sur le marché du pétrole parce que à la fois la demande et l'offre sont très peu élastiques. En fait, on a des réactions explosives sur les prix, et là, c'est plutôt modéré. Et même quand on regarde le profil de la courbe des contrats à terme, on voit que le marché ne price pas plus qu'à peu près 1 mois de rupture d'approvisionnement du détroit d'Ormuz. Vous êtes en train de nous dire que ça va aller au-delà des 100 $. Ça pourrait aller au-delà, oui. Ce jeudi, sur son réseau Truth Social, Donald Trump a remis une pièce dans la machine, si j'ose dire. On va voir, les États-Unis sont de loin le plus grand producteur de pétrole au monde. Donc, lorsque les prix du pétrole augmentent, nous gagnons beaucoup d'argent.
Mais ce qui est bien plus intéressant et important pour moi en tant que président est d'empêcher un empire maléfique, l'Iran, de posséder des armes nucléaires et de détruire le Moyen-Orient et bien sûr le monde. Je ne laisserai jamais cela arriver. Raphaël Gallardo, lundi pourtant, Donald Trump parlait d'un conflit presque terminé, ce qui avait d'ailleurs brièvement rassuré les marchés. Absolument. Vous diriez que le prix de l'énergie n'est plus au cœur de ses préoccupations ? En fait, Trump se contredit 3 fois par jour. Donc là, on a le déni en fait du Trumpisme. Toute la campagne qu'il a fait gagner en 2024, c'est voter pour moi parce qu'avec Biden, les prix de l'énergie étaient trop élevés. Avec moi, vous aurez des prix de l'énergie plus bas. Et deuxièmement, en juin dernier, Trump a toujours été un isolationniste. C'est comme ça qu'il a conquis le Parti républicain. Ensuite, il contredit ce qu'il avait raconté en juin dernier, à la suite de la guerre des 12 jours, en disant le programme nucléaire iranien a été oblitéré, il n'en reste plus rien. Et là, il nous dit je suis obligé d'y aller parce qu'ils allaient avoir la bombe atomique. Et donc voilà, ce retournement de situation, c'est un peu insulter l'intelligence des électeurs américains, leur dire maintenant de toute façon le prix du pétrole qui monte, c'est super, ça nous enrichit, ça enrichit les gens autour de Trump, les entreprises pétrolières, les équipementiers, etc., mais pas les lecteurs médians. Puisque les États-Unis, il faut le dire, restent le premier producteur de pétrole. Oui, voilà. Mais tout le credo de Trump, c'était de dire on va reconstruire notre industrie grâce à une énergie pas chère. Les États-Unis restent par ailleurs massivement dépendants à ces énergies fossiles. Pourquoi avoir provoqué un choc d'une telle ampleur ? J'ai envie de vous demander. Disons que je pense que déjà, il y avait cette perspective que la guerre serait un peu éclair. C'est-à-dire qu'il y a quand même, ça a été présenté comme étant quelque chose de rapide. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve aussi dans le prix que vous évoquiez. C'est que je pense que les marchés aujourd'hui s'attendent encore à ce que le prix, à ce qu'en tout cas, il y ait un déblocage au sein du détroit d'Ormuz. Et d'ailleurs, le département américain à l'énergie qui a publié ses prévisions justement cette semaine, le scénario qui retient en priorité, c'est celui d'une désescalade rapide. Donc c'est vrai que c'est quand même sur ce scénario qu'on est a priori. Donc je pense que c'est ça qui a motivé Trump. Et effectivement, il faut quand même rappeler que les États-Unis, on était... Avant la guerre, on était quand même dans un contexte pétrolier où on avait un surplus d'offres par rapport à la demande. Donc on avait à peu près 3 millions de barils jour en plus par rapport à la demande, donc un prix plutôt bas. Et c'est vrai que ça, c'est jamais aussi très bon pour les États-Unis parce que qui dit prix bas dit moins d'investissement. Surtout qu'il faut rappeler que les États-Unis, ils ont un pétrole qui leur coûte aussi plus cher à extraire que des pays du Golfe, justement. Parce qu'ils ont notamment un pétrole de schiste. Ouais. Et donc c'est vrai que pour les producteurs américains, c'est par contre une aubaine. Donc il y a un peu une contradiction entre ce qui se passe pour le consommateur américain à la pompe et ce qui se passe pour les producteurs qui, eux, quelque part, pour lesquels c'est très profitable. On peut se dire aussi que ces gisements de schiste, ils ne sont pas inépuisables. Donc c'est peut-être un calcul. Alors, ils ne sont pas inépuisables, mais quelque part, plus le prix est élevé, plus vous allez investir, plus vous allez justement investir en capacité et plus vous allez avoir de capacité aussi. Et d'ailleurs, nous, on prévoyait plutôt avant la guerre une production qui stagnait, alors que là, on a plutôt une prévision où la production augmenterait justement, donc grâce au prix. Vous diriez que Donald Trump, il a fait le calcul cynique de se dire que cette crise, elle touchera plus fortement l'Asie, en particulier son grand rival chinois? C'est vrai que c'est... Bon, alors après, je ne suis pas dans sa tête, donc je peux difficilement savoir ce qui s'est dit. Mais il est vrai que quand même, ce qu'on constate, c'est que les grands importateurs du pétrole qui passent par le détroit d'Ormuz, c'est la Chine, c'est l'Inde, et notamment donc la Chine. Donc ça peut être effectivement un calcul parce qu'en faisant ça, il nuit quand même aux Chinois, il nuit à l'Asie et lui, quelque part, il en profite aussi un peu. Mais alors après, j'allais dire, le pétrole est quand même fixé sur un marché mondial et quelque part, il nuit également à l'Europe. Enfin, c'est le monde entier qui, de toute façon, en subit les conséquences. Mais il est vrai qu'il affaiblit quand même la Chine, même s'il faut quand même le rappeler, la Chine n'a pas de mauvaises relations avec l'Iran et que quelque part, c'est un peu plus compliqué parce qu'apparemment, les quelques navires qui peuvent continuer à s'approvisionner sont des navires qui peuvent battre justement pavillon chinois ou iranien. Donc, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Donc voilà. Donc, J'en profite pour saluer Inès Bouassida qui nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes chercheuse sur le climat et l'énergie à l'Institut du développement durable et des relations internationales. On parlera dans un instant de ces questions de transition énergétique. Mais peut-être d'abord, parlons du portefeuille des Américains qui vont sans doute payer le prix fort aussi de ces décisions à la pompe, en tout cas. Oui, parce que dès que le baril a franchi les $86, on avait calculé qu'on annulait complètement l'effet des baisses d'impôts que Trump avait fait voter l'année dernière avec le One Big Beautiful Bill et qui était en train d'arriver par la poste. Donc ça va lui coûter cher. Maintenant, moi, ce qui me sidère, c'est qu'on est après 12 jours de guerre, quelque chose comme ça. Sa cote de popularité n'a pas encore baissé.
Donc c'est pas ça qui peut le pousser à reculer. Par contre, ce qui vraiment le fera reculer, je pense que c'est effectivement la baisse des marchés financiers. Parce que là, en fait, on sait que l'économie américaine, elle est très fragile de ce point de vue-là, parce que tout dépend grosso modo de la valorisation de Wall Street. C'est ça qui drive à la fois l'investissement des entreprises, mais aussi la consommation des ménages. La consommation des ménages aux États-Unis, aujourd'hui, on dit qu'elle est en K, c'est-à-dire les ménages qui vivent du revenu de leur travail, qui n'ont pas de revenus patrimoniaux, on voit que leur consommation, elle baisse. Par contre, il y a énormément de retraités qui ont des portefeuilles actions extrêmement bien fournis, qui rapportent énormément de dividendes, et eux, ils alimentent la machine de la consommation. Donc c'est là le point de fragilité. Et je conclurai juste, je pense que les Iraniens l'ont bien compris, et c'est pour ça qu'ils prennent en otage l'économie mondiale avec le blocage du détroit d'Ormuz. On disait précisément ces derniers temps que les marchés ils étaient apathiques, complaisants. Est-ce toujours le cas ? Oui, je trouve qu'ils sont assez complaisants parce que je pense que les marchés ont été habitués à ce qu'on appelait le buy the dip, c'est-à-dire chaque fois qu'il y avait un choc sur l'économie mondiale, c'était toujours, on voyait que notamment les petits porteurs venaient racheter au plus bas et ils s'enrichissaient comme ça. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas vu de vrais cracks depuis quand même plus d'une décennie. Il y a eu les interventions massives des banques centrales. Et les interventions des banques centrales étaient là. Et en plus, il y avait le fameux... Donc il y a les interventions des banques centrales, ce qu'on appelle le Fed put. C'est-à-dire dès que ça va mal, la banque centrale baisse les taux d'intérêt, vole au secours des marchés. Et puis on sait que Trump est hypersensible au niveau de la bourse. Donc lui aussi... Quand il fait quelque chose qui est contre-productif pour l'économie, il est sanctionné par les marchés et il recule tout de suite. Donc ça valait la peine de racheter quand le marché baissait. Sauf que là, il ne semble pas reculer. Là, il est coincé parce qu'en fait, il ne peut pas faire ce qu'on appelait le fameux taco, c'est-à-dire Trump se dégonfle toujours. Trump always chickens out. Voilà, Trump se dégonfle toujours, sauf que là, il faut être deux pour se dégonfler. Et en face de lui, il a des Iraniens qui sont en mode survie et qui ne veulent pas arrêter cette escalade. Reste le coût économique de cette intervention américaine. Elle a été chiffrée, en tout cas, le New York Times citant des sources parlementaires parlait d'une première semaine qui aurait coûté plus de 11 milliards de dollars. Ça fait beaucoup. Oui, pas de quoi faire reculer Donald Trump, autant d'argent ? Non, il a déjà demandé au Congrès une rallonge de 50 milliards. Puis il avait annoncé qu'il voulait augmenter le budget du Pentagone de 600 milliards l'année prochaine. Donc ça, le Congrès lui donnera. Mais par contre, effectivement, quand on voit que face à ça, il a coupé les subventions aux soins de santé, qui s'apprête à arrêter les food stamps, l'aide alimentaire pour les plus pauvres, etc. C'est vrai que voilà, optiquement, je pense que quand même ça va coûter très cher. Que faut-il pour l'arrêter ? Une crise financière ? Je pense que c'est uniquement une crise financière, oui. Avec évidemment des impacts mondiaux. Oui, puis surtout des phénomènes d'hystérésie, c'est-à-dire une fois que la dynamique de crise est lancée, on ne peut pas facilement l'inverser. Et c'est ça c'est typiquement une dynamique de récession. En attendant, de nombreux secteurs économiques utilisent les hydrocarbures, l'industrie chimique, l'agriculture, la distribution, le transport. François Daniel, dans quelle mesure cette flambée vous impacte-t-elle ? Alors, il faut bien avoir en tête que les entreprises que je représente à travers TLF Overseas, ce sont des commissionnaires de transport. Donc, ils ont vocation à organiser pour le compte des importateurs et des exportateurs français le transport de leurs marchandises à partir du moment où ça passe par une voie aérienne ou maritime. Donc, ce sont les navires qui sont bloqués actuellement dans le détroit d'Ormuz. Typiquement, les marchandises, les avions qui ne peuvent pas ce sont les avions et les navires. Comment ça nous impacte cette crise du pétrole, en dehors même du sujet qui est celui du Golfe Persique, qui est bloqué aujourd'hui sur les transports au niveau aérien et maritime, c'est qu'aujourd'hui on voit apparaître le coût du kérosène qui a été doublé depuis une période où on n'était pas en crise, depuis l'avant-crise. Le prix du baril, on en a parlé tout à l'heure, a augmenté également. Et on voit commencer à se répercuter des surcharges à la fois sur le transport aérien et puis sur le transport maritime. Aujourd'hui, elles sont compliquées à évaluer puisqu'elles arrivent, elles ont été annoncées par les compagnies aériennes, elles ont été annoncées par les compagnies maritimes. On comprend qu'il y a un surcoût, on n'est pas encore capable de l'évaluer, mais on en a peur puisque quand j'écoute les propos aujourd'hui... c'est vrai que c'est assez effrayant. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier tout ce qui est post-préacheminement. Alors, le routier est concerné également pour acheminer un conteneur sur le port ou les marchandises dans un aéroport. On utilise soit le fluvial, soit le ferroviaire, soit le routier. Et le routier également est concerné. Et comment il est concerné ? Il est concerné parce qu'il doit payer et avancer ce surcoût qui est soudain, subi et très fort. Et donc, ça crée des problèmes de trésorerie auprès des entreprises de transport routier et ça peut les mettre en difficulté. Et ce surcoût qu'on n'est pas encore en mesure d'évaluer, fatalement, il va se répercuter à un moment donné sur le client et sur le consommateur final. La logique, oui, tout à fait.
Et il n'y a pas que les prix du pétrole qui augmentent, il y a aussi le gaz. Céline Antonin, la semaine dernière, après une attaque de drone iranien, le Qatar a suspendu sa production. Le Qatar, gros producteur de gaz, faut-il craindre un nouveau choc énergétique ? Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que le Qatar produit du gaz naturel liquéfié, donc qui est ensuite exporté. Et en fait, ce qui s'est passé, par exemple, pour les pays européens, c'est que cette crise, en fait, fait suite à une précédente crise, qui était la crise liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et où déjà, en fait, les pays s'étaient privés assez rapidement du gaz russe. Enfin, en tout cas, avaient cherché des moyens de contournement, et donc avait notamment développé ce gaz naturel liquéfié. Sauf que le Qatar, c'est 20% effectivement du total mondial de la production de gaz naturel liquéfié. Et on est déjà sur un marché qui est assez tendu parce qu'en fait, avec les sanctions qui ont été mises sur la Russie, effectivement, il a fallu très rapidement se priver d'une grande partie du gaz russe. Donc, ça peut créer, et on voit déjà le prix du gaz qui a effectivement bien augmenté. Donc, gaz plus pétrole, on peut se dire qu'il y a effectivement sans doute une crise énergétique qui est devant nous. Alors après, tout va dépendre bien sûr de la durée, c'est-à-dire que c'est même sur le pétrole. C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de dire combien de temps ce blocage dure dans le détroit d'Ormuz, mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une prime de risque importante parce que effectivement, ça va laisser des stigmates. Donc le prix, ça m'étonnerait qu'il revienne rapidement au prix avant la crise. Faut-il redouter un deuxième épisode d'inflation des prix de l'énergie ? La France et les pays européens pourront-ils faire face ? Écoutez ce qu'en dit la présidente de la Commission européenne. Nous constatons également l'impact de la situation au Moyen-Orient sur l'énergie. Grâce aux mesures que nous avons prises ces dernières années, l'Europe est désormais beaucoup moins exposée aux importations de combustibles fossiles. Nos efforts de diversification portent leurs fruits. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous sommes à l'abri des chocs sur les prix. Les marchés de l'énergie sont mondiaux. Les perturbations dans le Golfe ont rapidement des répercussions sur les prix partout dans le monde. Nous assistons déjà à des flambées des prix. Inès Bossida, quelle différence entre ce choc et le précédent, celui de 2021-2022 ? C'est une très bonne question. Je pense que d'abord, il faut rappeler que au moment de l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union européenne dépendait à 40% de son gaz. Donc 40% de son gaz venait de la Russie. Là, on a environ plutôt 5% de notre gaz qui transite par le détroit d'Ormuz. On est donc, en termes de volume, face à quelque chose d'assez différent. Et puis, en 2022, on avait aussi des tensions sur le système électrique avec des problèmes techniques au niveau du parc nucléaire français qui, en fait, impactaient tout le système électrique et qui nous rendait encore plus dépendants au gaz. Et puis, c'était aussi la reprise économique après le Covid. Et on avait une reprise économique plus forte que prévu en Chine qui, en fait, tirait sur tous les marchés du gaz. Donc, on est sur une situation un peu différente. Par contre, c'est vrai que la zone du Golfe, vous l'avez dit, c'est une zone extrêmement centrale au niveau mondial pour les marchés de l'énergie. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose là-bas, ça a un effet partout. C'est probable que l'Europe souffre plutôt de conséquences un petit peu en cascade du fait que les marchés asiatiques soient beaucoup plus tendus au niveau du gaz et du pétrole. On voit en France, pour l'instant, ce n'est pas une question de pénurie, mais plus de prix. Et pour l'instant, le gouvernement, il se montre ferme. Pas question de baisser les taxes, ni d'offrir de couteaux chèques essence ou de plafonner les prix, comme il avait pu le faire en 2022. Vous diriez qu'il a retenu les leçons de la crise précédente ? Leçons, je ne sais pas. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'en termes de... Enfin, toutes les mesures qu'on a mises en place entre 2022 et 2024, au niveau français, ça a coûté 75 milliards d'euros. Donc ça a été les boucliers tarifaires et puis les diverses aides pour payer les factures. Au niveau européen, c'était 650 milliards d'euros. C'est pas du tout anecdotique, c'est vraiment colossal. Et surtout quand on pense que pour les acteurs économiques les plus en difficulté, ça va être les ménages modestes, des clients industriels assez petits. Ça n'a pas suffi, c'est-à-dire que ça n'a pas complètement absorbé ce choc-là. Et donc on sait que c'est des mesures qui ne fonctionnent pas très bien, en fait, qui coûtent très cher, qui ne fonctionnent pas très bien. Donc maintenant, la question est qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour gérer cette crise-là ? François Daniel, ça fait partie des discussions que vous pouvez avoir parmi la cellule de crise instaurée par le gouvernement ? Moi, mon secteur, à moi, c'est vraiment de pouvoir savoir où en sont les stocks, notamment de marchandises. Mais on n'est pas sur ces sujets, mais je sais qu'ils en parlent énormément avec les filières de l'énergie et ils sont très attentifs à ça. Alors pour tenter de détendre les prix, éloigner l'hypothèse d'une pénurie, les 32 membres de l'Agence internationale de l'énergie ont dégainé leur
bazooka pétrolier, le déblocage de 400 millions de barils de réserves stratégiques. C'est le plus vaste déstockage jamais décidé. Raphaël Gallardo, les marchés, pourtant, ils restent de marbre. Oui, c'est parce qu'en fait, quand on regarde l'enveloppe totale, c'est énorme. Mais après, quand on se renseigne sur à quelle vitesse ils peuvent ouvrir les vannes, le problème, c'est la logistique qu'il y a derrière. Et en fait, aux États-Unis, en théorie, on pourrait monter à 4 millions de barils jour de déversement. Mais en Europe et au Japon, c'est un dixième de ça. Donc, en gros, ça peut vraiment remplacer un tiers de ce qui est perdu via le détroit. Donc, c'est pour ça que le marché n'a pas vraiment réagi. En plus, c'est du brut, alors qu'on a des pénuries de produits déjà, de produits distillés. Et puis, voilà, à part le Japon qui a des stocks gigantesques, on a des stocks beaucoup plus faibles en Europe. La Chine, elle a énormément de stocks, donc elle peut tenir. Et ça fait partie également de son calcul stratégique. Je pense que la Chine, elle avait constitué 120 jours d'importation de stocks, en se disant le jour où on envahira Taïwan, on sera content de les avoir. Mais là, je pense que ce qui se passe en Iran, c'est aussi important que la décision d'envahir Taïwan, parce que si les Américains arrivent à faire tomber le régime des Mollahs, installer un régime pro-américain qui sera un peu le garde-barrière du détroit d'Ormuz, ça permettrait d'étrangler économiquement la Chine dès que les États-Unis voudront leur faire pression sur leur alimentation au pétrole. Donc c'est aussi important. Voilà, donc les Chinois, eux, vont essayer de vivre avec ça. Nous, on a malheureusement moins de marge de manœuvre. En France, le gouvernement envisage de puiser dans ses réserves de façon très progressive, a dit le président Emmanuel Macron. Ça vous rassure ? C'est quelque chose qui nous rassure parce que ça permet on l'espère en tout cas, de régulariser, de réguler l'augmentation des prix. Après, effectivement... Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'effet. Non, ça n'a pas énormément d'effet, mais... Oui, non, mais ça n'a aussi pas beaucoup d'effet parce que effectivement, ce que voient les marchés, c'est la prime de risque liée au conflit, au fait que le conflit est loin d'être résolu. Et donc c'est vrai que déjà, même avant la guerre, on avait une augmentation de la prime de risque. Donc quelque part, on était passé déjà on avait pris 10 ou 15 $ en fait sur le baril depuis le début de l'année. Donc dans la mesure où on voit pas vraiment l'issue de cette guerre, c'est vrai que ça maintient du coup une prime de risque importante. Donc malgré les déblocages de réserves et modulo tout ce que vous avez dit, effectivement, voilà, je pense que pour l'instant. Les marchés peut-être se pose la question de que se passera-t-il lorsque ces réserves seront largement entamées ? Si le conflit perdure. Si le conflit perdure, voilà, c'est la question, parce que là, pour l'instant, on a l'équivalent d'un mois de réserve. Enfin, c'est pas... La Maison-Blanche, elle envisage d'intervenir sur les marchés à terme, Raphaël Gallardo. C'est une annonce que l'on a entendue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça, c'est une ânerie. L'administration Trump, ils ont l'habitude de manipuler les marchés. Ça veut dire qu'en gros, pour faire baisser, comme il y a une corrélation très forte entre le prix du baril sur le marché physique et le prix du baril sur le marché à terme, c'est-à-dire les contrats d'achat et de vente de pétrole à une date donnée dans le futur, ils se sont dit on n'a qu'à vendre des contrats futurs pour faire baisser le prix à terme et ça entraînera le prix du marché physique à la baisse. En fait, c'est absurde parce qu'aujourd'hui, le prix monte sur le marché physique parce qu'on a des craintes de pénurie. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui fait monter le prix du baril physique, c'est les craintes de pénurie. Donc on appelle ça une prime de disponibilité. Et donc aller manipuler le contrat à terme, ça n'aurait servi absolument à rien. Et puis au moment où il aurait fallu honorer ces contrats, s'il n'y avait pas de pétrole, le gouvernement américain était en défaut. Donc une banque centrale, elle peut manipuler les marchés parce qu'elle peut imprimer des dollars. Maintenant, Scott Bessent, aussi puissant soit-il, le secrétaire au Trésor, il ne peut pas imprimer des barils de pétrole. Il y a une autre mesure annoncée par Washington qui semble davantage, elle, peser sur les marchés, c'est celle d'accorder une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole russe. Donald Trump avait déjà annoncé la semaine dernière que l'Inde allait pouvoir de nouveau se fournir auprès de Moscou. On imagine que Vladimir Poutine se frotte les mains. Ah bah oui, je pense que la Russie est la grande gagnante de cette crise. Parce que clairement, c'est vrai que l'Inde avait été rappelée à l'ordre et du coup avait baissé d'ailleurs ses importations de pétrole russe. Là, pour le coup, ils obtiennent cette dérogation. Et en fait, la stratégie américaine ayant consisté au contraire à essayer d'étrangler un peu la Russie par les sanctions, là, ils font machine arrière. Donc la Russie est la grande gagnante puisque effectivement, c'est eux qui ont cette capacité à produire davantage, en fait, puisqu'ils avaient baissé d'à peu près 2 millions de barils jour
jour leur production. Bah là, effectivement, c'est un peu l'ironie de l'histoire, quoi. Ouais, mais c'est uniquement pour les barils le pétrole qui avait déjà été chargé sur des cargos. Mais donc moi, c'est pas on lève les sanctions. Oui, mais j'ai des doutes sur ce qui peut se passer par la suite. Par contre, c'est vrai que je pense que si on commence à mettre le doigt dans cet engrenage, je pense que du coup, si on vient à voir le marché continuer à être asséché, il y aura peut-être d'autres dérogations qui seront accordées. Mais et les voies de contournement du détroit d'Ormuz, elles existent pourtant. Il y a deux. Alors il y a deux pipelines. Il y a le LATCOP d'Abu Dhabi, mais c'est le pipeline d'Abu Dhabi qui lui arrive au port de Fujairah, donc de l'autre côté du détroit. Mais là, en fait, quand on regarde, il n'y a plus aucun tanker qui s'arrête parce que c'est quand même trop près du détroit. Donc Fujairah, c'est mort. Et il y a la East-West Pipeline, la Petroline. Qui a une capacité limitée et qui apparemment au maximum peut acheminer 7 millions de barils jour. Ça a été le maximum et en fait, il en faudrait 3 de plus. Donc en fait, ça ne permettrait pas à tout le pétrole. Et puis une fois chargé à Yombo, il faudra passer le détroit de Bab el-Mandeb. Et là, c'est en mer Rouge. Là, c'est les Houthis qui prendront le relais. Donc en fait, il n'y a pas de... Tant que les routes maritimes, elles sont de plus en plus compliquées. Surtout dans cette région du monde. Parce que quand même, il faut rappeler que ce détroit d'Ormuz, tout autour, c'est quand même les plus gros producteurs. C'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Irak, l'Iran, les Émirats Arabes Unis. C'est près de 20% du pétrole mondial qui transite. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est l'endroit, le nœud stratégique, quoi. Donc je pense que c'est intéressant aussi de rappeler que l'Arabie Saoudite, en tant que producteur, il n'a pas forcément intérêt à augmenter sa production à court terme, c'est-à-dire de l'augmenter très fort pour gérer la crise et puis ensuite de le baisser très fort. Lui, son intérêt, ça va plutôt être de l'augmenter un petit peu, voire de le garder stable, et puis de le garder le plus longtemps possible, parce que c'est comme ça. Enfin, déjà, il y a une contrainte technique, c'est-à-dire que ça marche beaucoup mieux si on garde quelque chose d'assez stable. On ne va pas très haut puis très bas sur les gisements. Et puis, par ailleurs, ça permet aussi de profiter, entre guillemets, des prix plus hauts. Oui, alors ça c'est vrai que ça permet d'équilibrer davantage son budget. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus, le problème c'est que j'ai vu qu'ils commençaient déjà à réduire la production dans un certain nombre de pays. Les Émirats ont annoncé qu'ils allaient fermer un peu le robinet. Enfin, plus ça dure longtemps, cette baisse de production, plus c'est difficile et ça prend du temps de remettre en œuvre la production aussi. Donc ça risque là aussi de faire peser un poids supplémentaire sur le prix du pétrole. Sachant que voilà, derrière, on a aussi beaucoup d'incertitudes. Enfin, on a vu qu'on avait certains équipements de liquéfaction, de raffinage, etc., qui ont été attaqués. On n'est pas à l'abri que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on ait encore plus de problèmes sur ces infrastructures-là. À chaque fois, ça rajoute de la tension sur les marchés. Alors, outre le gaz et le pétrole, le commerce de marchandises est aussi impacté. Les grands armateurs ont ordonné à leurs navires de se mettre à l'abri de ce détroit. Les survols sont limités, les chaînes logistiques désorganisées. François Daniel, l'Europe doit aussi s'inquiéter pour certains de ses approvisionnements. Il faut avoir en tête que l'Europe, c'est 3,7% des exportations. Le Moyen-Orient, c'est 3,7% des exportations de l'Europe. Et par voie maritime, c'est 1% des exportations de l'Europe. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ça concerne des produits de l'agroalimentaire, que ce soit du produit laitier, que ça puisse être des produits de viande carnée notamment, des fruits et des légumes, des produits transformés, et puis tout ce qui est commerce du luxe, cosmétiques, médicaments, le vin et les spiritueux. Et c'est une zone de transbordement, qu'elle soit principalement aérienne. Et aujourd'hui, les 3 hubs mondiaux du Moyen-Orient, c'est-à-dire Doha, Dubaï et Abu Dhabi, sont toujours en arrêt, pas forcément en arrêt pour les passagers, mais pour la marchandise en tout cas. Et puis, c'est la même chose sur le golfe Persique. Et donc, vient s'ajouter à ces surcharges, je dirais, de fuel et ces inquiétudes liées au combustible, c'est l'allongement des routes maritimes, c'est la prime de risque d'assurance, les assurances qui augmentent également. Là, ce qu'on appelle la war risk, le risque de guerre également, quand on est dans les régions limitrophes. Et tout ça va avoir un impact sur le coût global de la marchandise et du commerce. Et là, vous nous avez parlé des exportations, mais qu'en est-il des importations ? Alors, les importations, c'est principalement ce dont on parle, c'est-à-dire de l'hydrocarbure, et puis également tout ce qui est métaux. Ça peut être de l'aluminium, ça peut être... Et là effectivement, je sais qu'il y a encore, on n'est pas encore en pénurie, hein, mais c'est regardé de très près par les services de l'État notamment. Et les engrais aussi, je crois. Les engrais également. Donc on voit une flambée des prix de l'énergie, des coûts de production. Quel impact sur l'inflation ? On arrive déjà un peu à... Alors, oui, on a des modèles qui nous disent qu'on a à peu près, disons, $10 de plus sur le baril. Pour la croissance française, ça ferait 0,2 points en moins de croissance. Alors, on peut se dire, si on passe d'un baril à 70 en moyenne à 90, on a à peu près donc 0,4 points de croissance en moins, ce qui n'est pas
énorme, mais quand on est à 1% de croissance, ça fait quand même 0,6. Donc ça fait quand même une différence. Et sur l'inflation, on a à peu près 0,3 ou 0,4 points de plus d'inflation pour chaque $10. Donc voilà, donc pour le coup, ça rend gérer l'inflation. Alors c'est vrai qu'on est à des niveaux assez bas aujourd'hui. On est autour de 1%, donc voilà. Mais bon, c'est quand même... Aux États-Unis, on est plus que ça. Hein. Bah c'est le problème, c'est qu'aux États-Unis, la Fed n'a jamais fait. Donc la Réserve fédérale américaine de ramener la Banque centrale américaine. Ils n'ont jamais ramené l'inflation à leur cible. On est toujours au-dessus de 3%. Ça fait 5 années qu'ils ratent la cible et que chaque année ils disent dans 2 ans on y sera. Et là, ils vont nous refaire le coup. Et donc là, on se pose vraiment la question. Les marchés commencent à dire, mais bon, c'est quoi une cible d'inflation où pendant 5 ans, vous êtes au-dessus et vous dites, non, mais c'est transitoire, c'est transitoire. Donc, au bout d'un moment, il va falloir réagir et dire, il y a un risque sur les anticipations d'inflation. Parce qu'effectivement, les sensibilités qu'on calcule sur l'impact inflationniste du pétrole, on dit, bon, ben voilà, ça fait un pic et puis ça redescend tout de suite si on considère qu'il n'y a pas d'effet de second tour. Et quand vous êtes dans une économie où ça fait 5 ans où l'inflation est toujours au-dessus de la cible, ça commence à être intégré dans les mécanismes de fixation des prix, les négociations salariales, les contrats, etc. Et donc, la Banque centrale ne peut plus se permettre de en train de nous dire qu'elle ne va pas baisser ses taux d'intérêt comme elle avait prévu de le faire. Le marché anticipait en début d'année que la Réserve fédérale allait baisser 3 fois ses taux. Là, maintenant, on est à une demi-baisse de taux. Et puis, le conflit avec Donald Trump va être épique. Parce qu'il a déjà fait un tweet, Donald Trump, pour dire qu'il faut baisser les taux tout de suite entre 2 meetings. Alors que c'est il faut expliquer que baisser les taux, ça ne permettrait pas justement de lutter contre l'inflation. Au contraire. Mais ça peut aussi freiner l'activité. Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a même sur les taux d'intérêt auxquels s'endettent les Américains, parce qu'ils ont une dette publique qui est colossale, sont en train de monter à cause d'une prime de risque sur l'économie américaine, avec cette inflation, cette perte de crédibilité de la Réserve fédérale. Donc Donald Trump, il sait très bien que la facture d'intérêt sur le budget fédéral, elle va grimper. Et aujourd'hui, il paye plus d'intérêt sur la dette que ça dépasse le budget du Pentagone. Là, vous nous parlez de dette, d'inflation, mais qu'en est-il quel est l'impact sur l'activité, sur le crédit? Est-ce qu'il faut s'attendre à un ralentissement, une récession? Comme je l'ai évoqué, déjà on annule les effets des baisses d'impôts. Donc je pense qu'on a au moins 0,4% de moins sur la consommation. Alors la différence de l'Europe, c'est que ça devrait être compensé par plus d'investissements des entreprises dans le secteur énergétique. Encore que, quand on voit que Donald Trump se dit finalement le pétrole vénézuélien c'est à nous, il y a des gens qui disent bon, à quoi ça sert d'investir chez nous si on va récupérer tout le pétrole vénézuélien. Il est entre le drill baby drill et puis le... Ouais, voilà. Donc il y aura un impact, mais c'est surtout que cette hausse de l'inflation dit des taux d'intérêt plus élevés. Et aujourd'hui, la grande crainte de Wall Street avant le déclenchement de cette guerre, c'est qu'on commençait à avoir des défauts dans le secteur du crédit privé. C'est-à-dire, c'est des crédits c'est des crédits aux entreprises qui ont été distribués non pas par des banques, mais dans des entreprises financières non bancaires. Et il y a beaucoup d'opacité, il y a déjà eu plusieurs défauts, et c'était ça la crainte qui était en train de monter. Donc, des taux d'intérêt plus élevés, c'est inquiétant tout ça. Récession à venir, selon vous? Disons que, alors, si je me place plutôt du point de vue de l'Europe, comme je vous disais, par exemple, pour la France, on aurait une croissance moins forte. Alors, sans doute pas une récession si on reste à des niveaux, disons, si on reste autour de $100 le baril, non. Mais après, on ne peut pas exclure des scénarios avec un prix du baril plus élevé, auquel cas, on n'est jamais à l'abri, quoi. Donc, bon, voilà. Surtout que, je vous dis, notamment la croissance française, on est quand même aussi dans une perspective de finances publiques dégradées, etc. Donc, on n'est pas non plus dans un grand expansionnisme budgétaire. Donc, disons qu'on est dans une conjoncture qui est déjà un peu morose. Alors, c'est vrai que si on rajoute par-dessus une crise de l'énergie... Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le gouvernement français ne souhaitait pas rouvrir les vannes pour... tenter de faire baisser les prix, en tout cas pour les consommateurs. Est-ce que ce nouveau choc pétrolier, Inès Bouassida, il pourrait permettre d'accélérer la transition énergétique? Alors non pas par souci écologique, mais davantage par quête d'indépendance, de souveraineté? J'aimerais bien. Je pense que la question, c'est quelle réaction politique on va avoir. On sait qu'en 2022, le signal politique, tant au niveau européen qu'au niveau français, ça avait été... alors, il faut qu'on diversifie à court terme, mais il faut qu'on accélère la transition énergétique. Et on était dans une période où on était en train de définir les objectifs du Green Deal. Et donc, on avait eu une hausse de l'ambition. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'on entend aujourd'hui. Et c'est assez inquiétant. En fait, on avait déjà des attaques sur toute l'architecture climatique européenne avant cette crise. Par certains États membres, par certains industriels, et qui mettaient déjà en danger un certain nombre d'investissements de filières industrielles propres qui ont déjà été construites ces 20 dernières années.
Et là, on se pose la question, on sait très bien à long terme, la seule manière de sortir de cette dépendance-là, que ce soit à la Russie, aux États-Unis, à la zone du Golfe Persique, c'est de sortir des énergies fossiles. Et pour faire ça, il nous faut électrifier et baisser nos consommations énergétiques. Et en fait, si on n'a pas de politique dédiée, ça n'arrivera pas. La France, elle a présenté récemment sa feuille de route énergétique. Vous diriez qu'elle se donne les moyens de son ambition ? Alors, on a une ambition très forte, je pense que c'est important de le souligner, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est, comme vous le disiez, sortie récemment. Et puis, le gouvernement est en train aussi de travailler à un grand plan d'électrification qui devrait sortir d'ici la fin du printemps, d'ici quelques mois. Et on sait qu'on a des ambitions très fortes. Il s'agit de baisser la consommation du fossile de moitié d'ici à 2030. C'est tout à fait ambitieux. C'est pas à peu près aligné avec nos objectifs climatiques. C'est absolument ce qu'il faut qu'on fasse. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Par contre, derrière, on a du mal à voir comment est-ce qu'on va financer ces investissements-là. Et puis, on parlait de la hausse du prix des carburants tout à l'heure, de la hausse du prix du gaz. On sait que ça affecte les ménages modestes de manière disproportionnée. C'est la même chose pour la transition. On a besoin aussi d'outils qui aident ces acteurs économiques-là à faire la transition. Et si on reste dans ce contexte où on a plutôt tendance à être plus tendu au niveau budgétaire, ça va être compliqué. Ouais. Non, peut-être juste une nuance. Alors, je suis d'accord avec vous, effectivement, sur le fait que ça affecte les ménages. Je dirais les ménages de la classe moyenne en général, parce que c'est vrai que, notamment si vous avez de l'inflation, vous allez avoir une indexation du SMIC, des salaires bas, etc., ce que vous n'avez pas pour la classe moyenne. Et donc, du coup, j'allais dire, l'impact, il est aussi beaucoup entre ruraux et urbains, entre agriculteurs versus autres professions. Donc, c'est vrai que, malheureusement, il y a toute une partie de la classe moyenne qui est visée. Mais par contre, c'est vrai que le signal prix reste quand même important. Et c'est pour ça que, par exemple, toutes les mesures qui consistent à bloquer les prix ou à effacer ce signal prix sont pas forcément des très bonnes mesures, parce que du coup on en perdrait de vue le fait que effectivement on est engagé dans une transition écologique et que bon voilà. Donc, d'ailleurs on voit bien entre 2022 et aujourd'hui on est presque au même point, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours extrêmement dépendant de ces chocs-là. On a les yeux rivés sur le Golfe pour voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Et donc, on voit bien que notre vulnérabilité, elle est toujours aussi forte. Mais malgré contre, depuis les années 70, elle a un peu baissé. C'est ça. Mais malgré les 75 milliards d'euros dépensés... Oui, et puis on a une économie qui est beaucoup moins carbonée, c'est-à-dire que l'intensité pétrolière, donc, elle a beaucoup baissé quand même depuis 50 ans. Bon, voilà. Mais après, c'est vrai que ça prend du temps. Et... François Daniel, cette transition, cette souveraineté énergétique, vous l'attendez avec impatience ? On la prépare aussi, on la prépare sur différents niveaux. On la prépare à la fois sur le transport terrestre, à la fois avec le report modal, qu'on passe sur du fluvial ou du ferroviaire. On la prépare aussi dans le transport routier sur l'électrification, mais pas que. On cherche aussi la multitude des solutions, parce que c'est quelque chose qui nous semble être aussi important. Et puis sur le maritime et l'aérien, on est observateur, on n'est pas propriétaire de ces flottes-là. En revanche, c'est vrai qu'il y a énormément de travaux et de recherche et innovation pour trouver des navires et des avions qui roulent à autre chose que du kérosène. Voilà. Oui. Non. Pardon. La Chine ferait-elle figure de modèle dans cette transition ? Je pense que la Chine, c'est un géant dans toutes les technologies propres. Donc, c'est évidemment quelque chose qu'il faut regarder. La plupart des énergies renouvelables, aujourd'hui, elles sont en Chine. C'est un géant, en fait, industriel. On voit sur le véhicule électrique, puisque là, on s'intéresse au pétrole, la Chine a fait le pari industriel de la voiture électrique il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui, elle peut en récolter les fruits. On sait que une grande partie des ventes de nouveaux poids lourds aujourd'hui en Chine sont électriques. C'est des taux qui ne sont pas du tout observés en Europe. En France, on est plutôt autour de 1 ou 2%. Et quand on voit que sur le pétrole, on a une hausse des prix, on a des crises à répétition, ça pose question. Et en termes de politique industrielle, je pense que c'est très intéressant pour l'Europe de regarder ça. Surtout que on est en train de définir des politiques industrielles au niveau européen ces années actuelles. Ce sera le mot de la fin. On est en train de définir ces politiques. On en reparlera en tout cas sur ce plateau. Merci beaucoup à tous les quatre. Céline Antonin, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. François Daniel, délégué général de TLF Overseas. Raphaël Gallardo, chef économiste chez Carmignac. Et Inès Boissida, chercheuse sur le climat à l'IDRI. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.